Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Au sommaire, aujourd'hui, nous verrons d'abord une annonce peu banale, celle d'un journaliste de LCI qui annonce rejoindre le Rassemblement national. Nous analyserons ensuite en longueur l'attentat islamiste de Rambouillet en étudiant l'insupportable minimisation politico-médiatique autour de ce drame. Comme d'habitude, nous reviendrons sur l'actualité médiatique de la semaine dans notre revue de presse et nous conclurons cette émission en nous intéressant à l'émoi politico-médiatique délirant créé par cette lettre ouverte signée par plusieurs généraux à la retraite. Immédiat numéro 346, c'est parti. Et pour commencer cette émission, c'est l'image de la semaine. Et cette image, Jean-Yves, c'est celle d'un journaliste, Philippe Ballard, journaliste à LCI depuis 1994, qui annonce être candidat pour le Rassemblement national. Oui, alors évidemment, ça surprend parce que des journalistes qui sont engagés en politique, qui sont militants, il y en a énormément. Ceux qui, à un moment ou à un autre, choisissent de rejoindre le Front National, c'est évidemment plus rare. Sachant qu'il n'était pas du tout militant comme journaliste, puisqu'il était d'une neutralité parfaite. On dit que la pilule doit avoir un goût amer pour LCI. Ben, je vois pas, parce que il était parfaitement neutre. Oui. Et donc, voilà, après tout, c'est d'ailleurs assez normal. Il devrait y avoir, au fond, si on regarde par rapport à l'état de l'opinion, il devrait y avoir un quart ou un tiers de journalistes proches du Front National. On en est loin, puisque dans tous les sondages, ils sont à 90% à gauche ou à l'extrême gauche. Ouais. Et on a aussi des prédécesseurs de journalistes qui se sont engagés en politique. Je pense à Laurence Haïm, qui a rejoint La République En Marche. Porte-parole. Porte-parole à un moment, après avoir porté la bonne parole sur les États-Unis pendant des années sur tous les médias. Bernard Guetta. Ouais. Il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Voilà, on va pas passer l'émission à les énumérer. Là, bah oui, c'est un petit peu un poisson volant en quelque sorte. Ce n'est pas la marque de dominante de l'espèce. Alors justement, eh bien Philippe Ballard, il était invité par Pascal Praud sur CNews. On va l'écouter. Depuis quelques années, oui, vous étiez journaliste politique, oui. Et ben avec Louis Alliot, avec Sébastien Chenu, avec Laurent Jacobelli, puis les plus jeunes, Andrea Cotarac, Jordan Bardella. On se côtoyait, on faisait les émissions ensemble, on parlait le fameux off après. Oui, mais vous étiez journaliste, donc ça remet en cause quand même Comment ça ? Je suis citoyen quand même. Vous étiez militant du Rassemblement national à l'antenne ? Non, j'ai pris ma carte en septembre dernier. Et vous avez continué d'être à l'antenne ? Attendez, et vous poseriez la même question à quelqu'un qui a sa carte à Europe Écologie Les Verts et La République En Marche ? Et qui est journaliste ? Et qui est journaliste ? J'en connais, moi. Moi, je trouve que c'est Bon, c'est un exercice assez amusant parce que là, c'est Pro qui nous fait du deux poids, deux mesures, parce que c'est sûr que des journalistes engagés, Dieu sait s'il y en a. Bon, voilà. Pascal Praud, il se sent un peu obligé de le faire, c'est un petit jeu de rôle. C'est un petit jeu de rôle, absolument. Mais en tout cas, et puis ça fait un baptême du feu pour le journaliste qui rejoint le Front National, voilà. Mais ça complète... Ça lui donne une idée de l'ambiance qu'il va connaître un peu. Ça complète ce qu'on disait, il y a des gens qui sont passés en politique, et il y en a aussi beaucoup qui... même s'ils ne sont pas passés officiellement dans le militantisme politique, ont leur carte dans certains partis et œuvrent en sous-main pour influencer l'opinion. On le sait assez bien. Il y a trois grandes formations chez les journalistes. Il y a la France Insoumise, où il y en a quand même beaucoup, notamment dans le service public. Il y a La République En Marche, parce que c'est le parti au pouvoir. Voilà, bon. Et puis, il y a Europe Écologie Les Verts, parce que c'est confortable, c'est gentil, c'est bon pour tout le monde. Il y a un peu de républicains aussi. Alors, peut-être un peu de républicains aussi, oui, mais ils rasent les murs déjà. Déjà, oui, ça c'est clair. Déjà, ils rasent les murs, là. Passons au premier sujet, attentat de Rambouillet, l'insupportable minimisation. Vendredi dernier avait lieu un attentat islamiste terrible à Rambouillet. Une fonctionnaire administrative du commissariat de la ville
a été tué, égorgé par un islamiste. Jean-Yves, un drame absolu. Oui, et qui monte la montée en gamme, si j'ose dire, de la montée en intensité de la guerre territoriale qui est livrée par un certain nombre de minorités aux policiers, puisque dans un premier temps, on essaye d'éviter de leur interdire certains quartiers, et dans un deuxième temps, qui est le temps actuel, on les attaque dans les commissariats avec des tirs de mortier, dans un certain nombre de cas, de plus en plus fréquents, et puis là, par un acte évidemment d'une violence tout à fait différente, puisqu'il s'agit de l'égorgement d'une femme fonctionnaire administrative de police. Alors, Jean-Yves, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'a pas manqué de condamner cet acte ignoble. Gérald Darmanin, c'est un condamniste. C'est un condamniste. Et là, vous avez des dizaines et des dizaines de communiqués où il condamne fermement, il condamne avec la plus grande fermeté, il condamne à nouveau, c'est un condamniste. Il passe son temps à ça, effectivement. Je dois dire qu'entre ses déplacements pour condamner la rédaction de ses communiqués, il ne doit pas rester beaucoup de temps pour travailler. Bon, c'est peut-être pas plus mal, vous me direz. En tout cas, les médias ont joué leur rôle dans cette affaire, avec une euphémisation de la problématique, avec par exemple Le Figaro qui parle d'une policière violemment assassinée au couteau. Oui, alors ça s'appelle égorger. Voilà, mais apparemment c'est un mot qu'on ne connaît pas chez les journalistes. Violemment assassiné, comme si on pouvait être assassiné d'une manière non violente. Gentiment assassiné, oui, oui. Bon. On sait pourquoi on paye des subventions aux journaux, pour la qualité de leur rédaction. Autre euphémisation, Le Monde, qui titre « Terrorisme, Macron face à l'offensive de la droite ». Oui, alors le problème, c'est pas les attaques islamistes, c'est pas les attaques contre les commissariats, c'est l'offensive de la droite. Il manque l'extrême droite d'ailleurs. C'est trop mou peut-être. Ils sont en faiblesse là. Non mais honnêtement, il faut ne pas mettre face à l'offensive djihadiste ou islamiste. C'est complètement. Ça c'est du traitement de l'information. C'est vraiment hallucinant. Et de l'inversion accusatoire d'un certain point de vue, parce que c'est la droite qui pose le problème. Exactement. C'est pas le terrorisme islamique. Alors, Libération qui va aussi évidemment de son euphémisation. L'assaillant n'allait pas bien avant un voyage en Tunisie pour le Ramadan. Ah, le pauvre chat. Alors, assaillant, c'est pareil, c'est pas le terroriste, c'est l'assaillant. Et à Midi Libre également, le Tunisien qui a égorgé la policière était un homme calme selon sa famille. Ça, c'est le classique. On va pas revenir. C'est toujours un type sympa, c'est toujours un homme calme. Généralement, il porte le cabas de la voisine. Enfin, c'est ce qui est convenu. Et c'est ce que les gens qui sont interrogés disent parce qu'ils savent que c'est ce que les médias attendent d'eux. Donc, c'est du mimétisme. Alors, autre niveau dans l'euphémisation, Mediapart qui a été vivement critiqué, Jean-Yves, pour ce titre. Un homme abattu après avoir tué au couteau une fonctionnaire de police à Rambouillet. Alors, c'est un titre qui est tout à fait étonnant parce qu'il procède de l'inversion chronologique. C'est-à-dire le premier acte, c'est l'égorgement de cette femme par ce terroriste. Et le deuxième acte, c'est un policier qui neutralise le terroriste. Et donc, le titre inverse. Et on parle d'abattu de même. Vous savez, quand il y a eu... c'est l'Humanité qui avait cité le fait que Michael Harpon, le terroriste de la préfecture de police, avait été effectivement abattu. Ils avaient cité ça parmi les bavures policières. L'Humanité. Victime de violences policières. Victime de violences policières, voilà. Et donc là, on inverse. Voilà. Il y a une autre chose qui est tout à fait choquante, parce que c'est factuellement inexact. On explique que le terroriste, avant d'être interpellé, est tué. Sous-entendu, on l'interpelle et on le tue, ce qui serait, alors là, pour le coup, assez surprenant par rapport aux règles policières. Alors, ce qui est un peu injuste, c'est qu'on a mis en cause Mediapart dans cette affaire. Alors, c'est vrai que Mediapart a choisi ce titre, mais il a repris une dépêche AFP. Et c'est assez amusant de voir que pour défendre Mediapart, le gestionnaire des comptes de Mediapart et Libération aussi disent « Ah mais c'est pas Mediapart, c'est l'AFP ». C'est évidemment encore plus grave,
puisque c'est l'AFP qui propage dans tous les médias cette version biaisée et malhonnête, chronologiquement malhonnête, de l'événement. Puis c'est pas que chronologiquement, c'est par ordre d'importance aussi. L'actualité, c'est pas le terroriste abattu. Et par ordre d'importance, absolument. Et ce qui est intéressant, Jean-Yves, c'est effectivement un journaliste de Libération, Jacques Peuzet, qui déclare à propos de ce titre. Qui travaillait à Check News. Qui travaille à Check News, oui. Qui déclare à quelqu'un qui se plaignait de ce titre, c'est selon votre sensibilité que ce titre n'est pas adéquat, il est très factuel. Donc c'est quand même... Il est très factuel. Alors, bon, d'abord, il est factuel pas tout à fait exactement, parce que chronologiquement, il n'est pas factuel. Et puis, par ordre d'importance. Et puis, par ordre d'importance, il n'est pas factuel non plus. Donc, ça fait deux... Mais... Libé, l'AFP, Mediapart, tout le monde dans le même bateau, quoi. Oui. Alors, autre volet de ce sujet, c'est le fait que les musulmans seraient les premiers à être victimes des islamistes. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Gérald Darmanin. Et d'une même manière, on a pu voir Karim Zeribi prendre la parole un petit peu dans ce sens sur CNews. Je vous signale quand même qu'on est en plein ramadan, donc imaginez nos compatriotes de confession musulmane comme moi, donc touchés au cœur déjà, parce qu'on touche aux principes et aux valeurs républicaines en allant poignarder une structure de police, et de surcroît on le fait dans une période qui est le mois du ramadan, qui est un mois sacré. On est doublement touché au cœur dans ces conditions. Quand on parle d'expulser des gens en situation régulière, et là, en l'occurrence, c'est un Tunisien qui est en situation régulière, moi j'ai une pensée pour tous les immigrés tunisiens en situation régulière qui respectent les valeurs de la République de la laïcité, qui travaillent dans notre pays et qui se lèvent tous les matins, et qui eux aussi doivent être touchés au cœur en se disant « ça y est, donc on va me regarder différemment ». Il a de l'abattage, parce que... dire qu'ils sont touchés au cœur quand on voit les images de la manifestation sur Rambouillet. Oui, dommage, dommage, on voit pas beaucoup de musulmans. Ils sont vraiment bien cachés. Ils sont vraiment très très bien cachés. Donc bon, ils sont pas tant touchés au cœur que ça. Il n'y a jamais eu, quand il y avait eu la grande manifestation au moment de Charlie Hebdo, très très grande manifestation en 2015, il n'y avait pas non plus de musulmans, sauf à dose même pas homéopathique. Donc, faut pas dire que ce sont les premiers concernés. Et puis, il faut bien dire que, oui, ça pose le problème du séjour irrégulier et du séjour régularisé. Parce que ce terroriste, il a séjourné 10 ans en France clandestinement et il a été régularisé. On aimerait savoir, ça, ce serait un vrai travail journalistique. Qui l'a régularisé? Qui a signé? Quels sont les gens qui l'ont employé pendant une dizaine d'années? Les associations qui ont pu l'aider, Les etc. associations qui ont pu l'aider éventuellement à obtenir ses papiers. Voilà. Là, il y a une vraie enquête à faire de fond sur les conditions du séjour irrégulier et de la régularisation des séjours irréguliers. Et cette régularisation, elle est d'autant plus hallucinante, Jean-Yves, que quand on regarde un média qui s'appelle Monde Afrique, un article écrit par Nicolas Beau, qui est un journaliste qui est passé par Le Monde, Libération et Le Canard enchaîné, voilà ce qu'il révèle. La radicalisation progressive du terroriste de Rambouillet n'a rien à voir avec le storytelling qu'on nous impose. Lors de son arrivée sur le territoire français en 2009, le jeune Tunisien rejoint Mohamed Boulel, installé à Nice, qui sera l'auteur du terrible attentat de 2016, 86 morts. Ce sont des amis d'enfance. Voilà, alors ça pose la question aussi de ceux qui l'ont régularisé. Parce qu'indépendamment de celui qui a signé, c'est M. Castaner qui était ministre de l'Intérieur, et c'est M. Nunez qui était son adjoint, son secrétaire d'État. M. Nunez, après avoir été le patron de la DGSI, c'est-à-dire de la police politique et de la police antiterroriste. Donc ces gens-là devraient avoir des explications à donner. Si l'information est exacte, ce qui semble être le cas, c'est hallucinant qu'il ait été régularisé. Et si les journalistes faisaient leur travail, c'est la question qu'ils poseraient à M. Nunez, par exemple. Exactement. Alors il y a un autre travail que les journalistes ne font pas, c'est celui de se renseigner sur le profil de ce terroriste. Et c'est un travail qui a été réalisé par le site F de Souche, par une équipe menée par Pierre Sautarel. Damien Rieu était aussi dans la recherche. Ils ont découvert des informations sur le profil du terroriste. Mais Jean-Yves, beaucoup d'observateurs se sont posé des questions sur la manière dont ils ont réussi à obtenir ces informations. Oui, alors il y a notamment un député de La République En Marche, spécialiste du traitement des données numériques,
qui a trouvé que c'était tout à fait scandaleux. On comprend très bien pourquoi, puisque ces gens-là veulent garder le monopole des données numériques pour eux, pour les utiliser quand ça les arrange et ne pas les utiliser quand ça peut aller contre leurs intérêts idéologiques ou politiques. Il se trouve qu'en l'occurrence, Pierre Sautarel et Damien Rieu, qui ont fait vraiment un travail d'investigation, ont fait des croisements de données publiques. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ont vu le domicile de l'intéressé, puisque la perquisition, les policiers qui ont procédé à la perquisition étaient accompagnés par les caméras. Donc c'est les journalistes qui ont fourni les informations, en fait. Les journalistes qui ont fourni les informations. Et après, ils ont recherché le nom correspondant, habitant à cet endroit. Ouais. C'est pas très sorcier. C'est précisément ce que les journalistes qui sont payés par nos subventions ou par notre redevance auraient dû faire. Et donc, ce qu'on reproche à Damien Rieu et à De Souche, c'est de faire le travail que ne font pas les journalistes qui sont payés pour ça. Et qui ont des informations beaucoup plus précises et rapides que ne l'ont Damien Rieu ou Pierre Sautarel. Et à mon avis, le nom du terroriste, il l'avait sans doute avant eux, mais ils n'en ont pas fait grand-chose. Et alors que Pierre Sautarel, il allait sur le profil Facebook de ce terroriste, et Jean-Yves, eh bien, on a appris beaucoup de choses sur ce terroriste qui avait un profil particulier. Il avait un profil. Enfin, il aimait beaucoup Mélenchon, Tariq Ramadan, Erdogan, le CCIF, Bellatar, AJ+, Libération, Apathy. Apathy était une de ses idoles, Quotidien, Mediapart. C'est-à-dire, c'est assez intéressant quand même, parce qu'on voit là une forme d'islamo-gauchiste. Oui. Puisque, au fond, ce terroriste... Alors évidemment, c'est pas Apathy qui lui a fourni le couteau, bien sûr, on va pas dire ça. Mais Apathy n'hésiterait pas à le dire. Il n'a pas hésité à dire, dans d'autres cas, que c'était les gens qui dénonçaient le grand remplacement ou l'immigration qui étaient responsables d'attentats à l'autre bout du monde. À Christchurch, il avait notamment pointé du doigt la responsabilité de Renaud Camus. Et justement, quand Damien Rieu lui renvoie un peu l'appareil, voilà la réponse de Jean-Michel Apathy. Quelle pratique ignoble de mêler mon nom à un acte terroriste et le faire avec cette hâte malsaine et morbide. Quelle irresponsabilité. Damien Rieu n'aime ni la France ni la démocratie. Comment le Rassemblement national peut-il souhaiter en faire l'un de ses élus? Quelle erreur. Alors, deux choses. D'abord, Apathy, on l'a dit, il se plaint d'une pratique qu'il pratique lui-même. Mais oui, c'est fou. Il faut savoir où on fait pas, où on fait, où on fait pas. Bon, voilà, première chose. Deuxième chose, c'est assez intéressant parce que là, il se place du point de vue un peu comme autorité morale au-dessus de la commission d'investiture du Front National et du Rassemblement National, pardon. Et il a tendance à dire, il utilise une rhétorique de diabolisation pour dire vous ne devriez pas investir, monsieur Damien Rieu. C'est de la rhétorique de diabolisation. Je dois dire d'ailleurs que si tous les candidats du Rassemblement national, ou départemental ou régional, étaient du même niveau que Damien Rieu, le Rassemblement national serait au pouvoir dans 6 mois. Ou 8 mois, ou 9 mois. Voilà. Et donc on comprend bien pourquoi monsieur Apathy, là il fait un vrai travail militant, militant. Et c'est exceptionnel parce qu'il est quand même pointé du doigt. Il pourrait faire profil bas parce qu'il était l'une des personnes qui était quand même partagée régulièrement par le terroriste sur son profil Facebook. Mais non, il en profite, non pas pour se défendre, mais pour attaquer l'autre. Mais il a raison. Il a raison. Il pratique bien. Il est un peu diabolisé. Il pratique la contre-diabolisation. Il a raison. Moi, je dis bravo Apathy. Mais il faut que tous ceux qui sont dans la situation d'Apathy, pratiquent effectivement la contre-diabolisation. Bien sûr. C'est bien, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Oui. Alors, autre volet de ce sujet, le lien entre immigration et terrorisme, un lien qui a été nié par beaucoup de journalistes. On le voit par exemple avec le Figaro, qui titre « Emmanuel Macron confronté au volet migratoire du terrorisme ». Alors ça, c'est un titre qui est faux, puisque il n'y a pas un volet migratoire du terrorisme. Tout le terrorisme est issu de l'immigration. Donc il n'y a pas un volet migratoire et un volet non migratoire.
ce qu'ils auraient pu dire, ils auraient pu dire au volet terroriste de l'immigration. Ça, ce serait exact parce que c'est moins politiquement correct. Il y a un volet non terroriste à l'immigration, bien évidemment. Ouais. Mais dire qu'il y a un volet migratoire du terrorisme, ça n'a pas de sens. Voilà. Bon. Alors, même volonté de mettre la poussière sous le tapis chez BFM. Un débat politique, en fait, sur la question du lien entre le terrorisme et l'immigration. Oui, absolument, compte tenu du profil de l'assaillant de l'attentat de Rambouillet, un Tunisien qui avait passé 10 ans sur le sol français de façon clandestine, d'où le glissement du débat, notamment à droite. Ou par exemple Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, chiracienne, pas franchement connue pour ses excès de langage, a estimé qu'il fallait, je cite, cesser de nier ce lien entre terrorisme et immigration. Alors peut-on répondre à cette question? Simplement, la réponse est non, parce qu'il faut éviter les postures. Première posture serait de ne pas voir que depuis un an, le profil des assaillants étrangers, par exemple ce Tunisien qui était arrivé illégalement sur le sol français et qui avait commis l'attentat à la basilique de Nice, eh bien ces profils peuvent interpeller sur le manque de contrôle aux frontières ou par exemple sur les difficultés de reconduite des déboutés du droit d'asile, des reconduites qui sont trop souvent inefficaces. Peut-on dire pour autant que régler les problèmes migratoires permettrait de régler la question terroriste? Ce serait absurde. D'abord parce que Laurent Nunez l'a rappelé, depuis 2015, les 4/5 des auteurs d'attentats sur le sol français sont des Français. Et puis ce serait surtout sous-estimer le combat culturel que l'on doit mener sur notre sol contre l'islamisme. L'honnêteté devrait tous nous obliger à dire qu'on ne voit pas ce qui aurait pu permettre d'éviter cet attentat de Rambouillet, mais le fatalisme en politique est toujours vu comme un aveu de faiblesse. C'est intéressant par le contenu et le ton, le choix du vocabulaire aussi, l'assaillant. Ouais. Et puis il n'y a pas de solution, alors qu'il aurait suffi de l'expulser. Bon, ou de pas le régulariser. Ou de pas le régulariser. Ouais. Mais c'est à côté du fond, c'est le ton sentencieux du personnage. Hein. Alors, c'est intéressant d'ailleurs, ce personnage sentencieux, c'est tout de même un fils il est né avec un micro dans la bouche, puisque c'est le fils de Patrick Duhamel, lui-même frère, non pas d'Olivier Duhamel, mais d'Alain Duhamel, et c'est le fils aussi de Nathalie Saint-Cric, qui est une des vedettes du politiquement correct sur les chaînes publiques. Et c'est l'héritier, par Nathalie Saint-Cric, de tout le groupe de PQR, de presse quotidienne régionale du centre. Voilà. Ouais, donc on sait qu'il est arrivé à cette place-là par ses relations et il cultive ça avec une prétention de bonne aloi. Oui, c'est pas lui qui va renverser la table, c'est certain. Ah bah non. C'est clair. Alors sur ce débat en lien immigration et terrorisme, eh bien on a la réponse de Charlotte Dornelas à cette question: peut-on lier immigration et terrorisme? Ne pas voir aujourd'hui que d'abord la politique d'immigration depuis 40 ans a évidemment une part de responsabilité monstrueuse, que la proclamation de droits individuels sur un bien commun, notamment sur la question de l'immigration, la question du droit à la différence, de dire aux gens venez comme vous êtes, et puis de constater au bout de 40 ans qu'à force de faire venir les gens comme ils sont, on n'est plus tous pareils et on n'arrive pas à vivre ensemble. Tout ça évidemment aujourd'hui prend part dans ce qui nous arrive aujourd'hui et dans cette fameuse décomposition. Ce qui est intéressant, c'est le personnage qu'interroge Charlotte Dornelas, qui dit des choses très justes. Mais le personnage, c'est un acteur central de la politique d'immigration. Comme député socialiste, comme parrain de SOS Racisme, et comme organisateur pendant des années des manifestations dites de râle-front, qui visaient à empêcher la libre expression critique de l'immigration. Ouais. Et donc ce personnage aujourd'hui, qui est un peu penaud d'ailleurs, on sent qu'il n'est pas à l'aise, il devrait faire repentance, car il est responsable de la situation actuelle. Alors, autre intervention sur cette question du lien entre immigration et terrorisme, celle de Gabrielle Cluzel. Si on a un problème actuellement avec les migrants, il faut arriver au migrant zéro, là, parce que pour un principe de précaution. Pas pointer du doigt tous les migrants. Non, mais arrêtez, il ne s'agit pas de pointer du doigt tous les migrants. Là, quand vous êtes chez vous, que vous recevez des invités, si vous avez un problème avec un certain nombre d'invités, par respect, pour la sécurité de vos enfants, vous dites, pendant un certain temps, je ferme la porte. Voilà, point. Puisque je n'arrive pas à gérer mes invités à l'intérieur. Donc, si les migrants sont pointés du doigt, c'est pas à cause des Français, c'est à cause de ceux parmi les migrants qui se comportent mal. Bravo à Gabrielle Cluzel pour cette mise au point carrée.
Alors, on va faire un peu de statistiques, avec l'aide d'ailleurs de Damien Rieu, qui a recensé tous les acteurs du terrorisme depuis 2015. Et il en a recensé 42, dont 4 Français convertis, dont l'Antillais Michael Harpon. Voilà. 4 Français convertis sur 42. Donc le lien avec l'immigration, il est absolument évident à 90%, et même à 100%, puisque le Français converti, c'est quelqu'un qui a été converti par des immigrés musulmans. Oui. On a un autre chiffre, qui est celui d'une étude de l'IFRI, l'Institut français de recherche internationale, qui montre que 82% des terroristes dont ils ont analysé le parcours sont nés de parents étrangers, nés à l'étranger. Vous me direz, il reste 18% de parents nés en France, sauf que dans ces 18%, il y en a beaucoup qui sont eux-mêmes issus de l'immigration. Donc on voit très bien que c'est une des conséquences de l'immigration. C'est évidemment pas la seule, c'est une conséquence comme la délinquance, comme le délabrement scolaire, comme les problèmes de logement. Voilà, c'est une conséquence parmi d'autres. Grave évidemment. Alors pour l'IFRI, le facteur migratoire joue un rôle important dans le phénomène djihadiste. Oui, moi je dirais même un facteur, un rôle essentiel, voire exclusif, puisqu'encore une fois, les convertis, ils ne viennent pas de nulle part, ils sont convertis par des gens qui viennent d'ailleurs. Pour conclure ce sujet sur l'attentat de Rambouillet, Jean-Yves, on va parler de l'inflation législative avec cet ancien député PS qui déclare à France Info « On a le sentiment qu'on légifère à chaque attentat ». Oui, alors on n'applique pas les lois, puisqu'on laisse les clandestins sur place. On régularise les clandestins, et après, quand il y a un clandestin régularisé qui commet un attentat, on fait une nouvelle loi. C'est une plaisanterie. Oui, effectivement. Passons à la revue de presse. Et pour entamer cette revue de presse, direction la lutte entre BFM et CNews, Jean-Yves, avec un écart historiquement faible entre les deux chaînes, avec entre 0,1 et 0,3% d'écart en ce moment entre les deux chaînes. C'est inespéré. Les courbes vont se croiser, vraisemblablement. CNews va dépasser BFM. Alors, c'est doublement intéressant d'abord parce que BFM a l'avantage, c'est-à-dire que BFM est vu dans énormément d'endroits publics ou semi-publics, ce qui n'est pas le cas de CNews. Ouais. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que malgré tout, le politiquement incorrect paye. Parce que BFM, ils font ses audiences parce qu'ils disent... Pas BFM, CNews fait ses audiences parce que CNews dit ce que les autres ne disent pas, ce que les autres cachent, ce que les autres occultent. C'est plutôt encourageant, ça. C'est vrai. Alors, quand on parle de politiquement incorrect, Jean-Yves, on pense évidemment à Sonia Mabrouk, qui a fait les frais d'un portrait dans Libération cette semaine. Un portrait où on est à deux doigts de sous-entendus un peu racistes et sexistes. Oui, on n'est même pas à deux doigts. Mais enfin, alors c'est une opération de diabolisation, comme il y en a eu beaucoup depuis Libération, 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. C'est une opération de diabolisation. Bon, voilà, à laquelle Sonia Mabrouk réagit assez bien, quoi. Elle fait face tranquillement, comme il faut faire. Et je crois que c'est important, parce que ce qu'il faut, c'est que les opérations de diabolisation, elles fassent flop. Ouais. Voilà. Et c'est un peu le cas de celle-ci, ça c'est plutôt encourageant aussi. Autre actualité liée à une personne politiquement incorrecte, on se dirige vers Orléans, Jean-Yves, où France 3 a renoncé à diffuser un programme sur les fêtes johanniques financé par la ville d'Orléans. Pour quelle raison, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce que la voix off de ce reportage était celle de Charlotte Dornelas. Et Jean-Jacques Bazier, directeur régional de France 3 Centre Val-de-Loire, déclare « Quand j'ai appris que la voix off de ce programme serait faite par une journaliste de Valeurs Actuelles, les bras m'en sont tombés. Pour un programme diffusé sur une chaîne publique, c'est quand même très compliqué. » Ah oui, alors ça, effectivement. C'est fou. Il y a au moins 20 ou 30% de l'opinion qui pense comme Valeurs Actuelles. Donc si on s'exprime sur les chaînes de service public, c'est un problème. Alors, il faut dire d'ailleurs que Charlotte Dornelas était d'autant plus qualifiée pour cela. D'abord parce que c'est une bonne journaliste, qui a une belle voix.
et qui a été, vous savez que chaque année, il y a une Jeanne d'Arc qui défile lors des fêtes johanniques à Orléans. Elle a été Jeanne d'Arc il y a quelques années, donc elle a représenté Jeanne d'Arc il y a quelques années, elle est tout à fait qualifiée pour cela. Ah, ça ne plaît pas à Jean-Jacques Bazy. Ah bah non. Donc Jean-Jacques Bazy, on précise, qui est une des figures quand même de France 3 et du service public. Du service public. Un peu de l'ombre, mais qui est... Service public. Qui est quand même qui a été rédacteur en chef de plusieurs du 19-20, etc. Alors, autre actualité, toujours dans la thématique féminine, Jean-Yves, avec l'association militante Némésis, l'association féministe, qui a fait les frais d'un portrait dans Elle. Jeune, jolie et facho, la nouvelle vitrine de l'extrême droite, avec des vocabulaires xénophobes, etc., qui est employé pour les décrire. Et cet extrait, des milliers de personnes défilent contre les violences sexistes. Soudain, quelques jeunes femmes font irruption au milieu du cortège, provoquant stupeur, indignation, huée, avant d'être rapidement expulsées. Alors, le journaliste parle de slogans xénophobes et de messages pseudo-féministes, mais surtout racistes. Les Françaises ne sont pas des frontières violables. Très belle formule. Les Némésis font de très belles actions. Elles ont droit à leur opération de diabolisation de C'est pas la première. Mais encore une fois, la diabolisation, ça n'a d'effet que quand ça rentre dans la tête du diabolisé. À partir du moment où le diabolisé dit « Allez, circulez, il n'y a rien à voir ». Regardez là, des gens qui ne cèdent pas à la diabolisation, on a les jeunes femmes de Némésis, on a eu Sonia Mabrouk, et on a même eu de l'autre côté Apathy. Oui, et finalement, c'est vrai que ça fonctionne. C'est la bonne méthode. On ne cède pas à la diabolisation. Alors, quelqu'un qui n'est pas diabolisé, c'est... qui est angélisé. Qui est angélisé. Angélisé. C'est à Nantes, le poète Falmarès, guinéen de 19 ans, menacé d'expulsion. Alors, mobilisation des médias, France 3 en tête, Ouest France aussi, avec le directeur local qui tweet... Après que la mobilisation est payée, le jeune poète prodige ne sera pas expulsé fin mai. Le préfet annonce la délivrance d'un récépissé d'une durée de 6 mois pour permettre à Falmarès de solliciter auprès des autorités guinéennes l'authentification de ses actes d'état civil. Alors, 2 petits commentaires. D'abord, on voit l'association... les associations immigrationnistes qui montent une opération, alors là c'est le poète prodige, formidable, le poète prodige. Ils montent une opération, les médias relaient, et les politiques s'exécutent. Le politique et le préfet s'exécutent. Alors là, pour ceux qui connaissent un peu les situations, c'est assez comique. Pas si comique que ça, puisqu'on dit le préfet attend des autorités consulaires l'authentification des actes d'état civil. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'état civil, ou en tout cas pas d'état civil sérieux en Guinée. C'est le pays pour lequel l'état civil est le plus fragile, c'est la Guinée, ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de clandestins ou de mineurs se disent guinéens, parce qu'il n'y a pas d'état civil en Guinée. Le préfet le sait, mais il ne peut pas faire autrement, le malheureux. Alors, autre actualité pour finir cette revue de presse, la PDG de YouTube qui reçoit un prix pour la défense de la liberté d'expression, Jean-Yves. Bah oui, ils nous censurent régulièrement, ils ne nous expliquent pas pourquoi, ils ne répondent pas. Alors, il faut dire qu'il n'y a pas grand mérite à obtenir un prix de la liberté d'expression dans le cadre d'un concours que YouTube a organisé. Sponsorisé, voilà, mécéné. Bon, voilà. En fait, on peut dire que c'est orwellien, quoi. Oui. Orwellien, où si on prend les choses à la légère, c'est la gorifisation de l'information, quoi. Effectivement. Y a pas bravo en tout cas à la PDG de YouTube. Bravo. Passons au deuxième sujet, tribune des militaires et moi, général. C'est une lettre ouverte publiée sur le site Place d'Armes et reprise par la suite par le site Valeurs Actuelles qui fait parler d'elle dans tous les médias. Lettre ouverte à nos gouvernants, voici quelques extraits. L'heure est grave, la France est en péril. La lettre qui parle d'un délitement qui frappe notre patrie. Un certain antiracisme s'affiche avec un but, la haine entre les communautés. Et à terme, l'éventualité d'une guerre raciale. L'islamisme était également noté dans le délitement qui frappe la France avec les hordes de banlieue. Autre délitement cité, le pouvoir qui utilise les forces de l'ordre face à des Français en gilets jaunes exprimant leur désespoir. Le rédacteur qui poursuit, qui aurait prédit il y a 10 ans qu'un professeur serait un jour décapité à la sortie de son collège ? Nous,
Serviteurs de la nation, nous pouvons être des spectateurs passifs. Ceux qui dirigent notre pays doivent impérativement trouver le courage nécessaire à l'éradication de ces dangers. Pour cela, des lois existent déjà. Si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre, provoquant une explosion et l'intervention de nos camarades d'active dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. Il n'est plus temps de tergiverser, sinon demain la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant et les morts dont vous porterez la responsabilité se compteront par milliers. Un texte signé par plusieurs généraux et plusieurs milliers d'officiers et de militaires en retraite ou d'actifs. Alors, c'est un très bon texte, bien écrit, avec des mots bien pesés, et notamment le mot qui revient tout le temps est particulièrement bien choisi, c'est le délitement. Le délitement, qu'est-ce que ça veut dire? À l'origine, l'étymologie, c'est de diviser les pierres selon les couches. Et c'est exactement ce que font les déconstructeurs. Donc, le rédacteur de ce texte, Fabre Berladac, a bien choisi ces mots, bien choisi d'autres mots. On va le voir dans la suite de l'examen de cette question. Donc cette lettre ouverte a été reprise par Valeurs Actuelles et commentée notamment par Marine Le Pen, ce qui a provoqué des réactions politiques courroucées. Madame Le Pen n'a pas dédiabolisé son parti. Madame Le Pen ressemble beaucoup plus à son père que ce qu'elle voudrait bien nous faire croire. Elle est désormais disqualifiée, elle ne peut plus devenir chef des armées, c'est très clair. Cette tribune d'un carteron de généraux en charentaise, Marine Le Pen, c'est l'extrême droite. Alors on revoit là l'opération de diabolisation, c'est-à-dire on veut neutraliser, cornériser le Front National en disant, le Rassemblement National, pardon, Marine Le Pen, en disant chaque fois vous n'avez pas le droit de dire ça parce que vous allez vous rediaboliser. Ouais. Donc là, on essaye de... Mais ça marche quand même plus ou moins bien. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que Mme Parly nous parle de politisation irresponsable des armées pour des signataires qui sont quand même, pour l'essentiel, la quasi-totalité, en retraite, donc qui ont des droits de citoyens, alors que Mme Parly avait trouvé très bien, elle n'était pas ministre, c'est vrai, à l'époque, que Madame Laetitia Saint-Paul, officier d'active en activité, soit candidate En Marche en 2017. Elle est d'ailleurs devenue députée depuis, très bien. C'est la première fois depuis 1918. C'est la première fois depuis 1918 qu'un officier d'active rentrait à l'Assemblée nationale. En 1918, évidemment, c'était un peu différent, puisque c'est des députés qui avaient quitté leur écharpe pour aller prendre l'uniforme, et il y en a eu plusieurs dizaines qui se sont fait tuer. C'est pas tout à fait la même ambiance quand même. Ouais. En tout cas, il y a des politisations qui sont plus acceptables que d'autres. Ben oui. Et surtout que là, pour le coup, politisation, c'est une liberté d'expression. C'est une liberté d'expression. Voilà. Alors, les politiques n'ont pas été les seuls en pleine hystérie. Les médias s'en sont donnés à cœur joie. On peut prendre par exemple ces bandeaux de LCI, Tribune des généraux, patriotes ou putschistes. Et puis ce bandeau de BFM, des ex-militaires appellent à l'insurrection. Sur arrêt sur image, Daniel Schneiderman écrit qu'il s'agit d'un appel au putsch militaire. Et dans les médias, on va voir quelques extraits. C'est à peu près le même son de cloche. C'est en ligne qu'on s'est inquiété de cet appel à l'insurrection. Un militaire qui, à mot couvert, menace quand même Emmanuel Macron d'une intervention de l'armée pour redresser le pays. C'est juste une façon d'appeler à la guerre civile, comme le seul remède, à leurs yeux, qui reste aux Français pour sauver leur pays. Donc effectivement, c'est un appel à l'insurrection. Honnêtement, c'est assez affligeant. Notamment le propos d'Antoine, qui se prétend philosophe. Samuel Etienne et Bruce Toussaint sont pas mal oui, aussi. Mais Antoine prétend au statut de philosophe. Les autres, bon, voilà, c'est le statut de journaliste. Bon, voilà, non, attention. Parce que ça n'a aucun rapport avec le texte. Aucun rapport avec le texte. Aucun moment. C'est un contresens énorme. Ils expliquent simplement qu'il y a un risque de guerre civile. Oui, ça, je pense que c'est vrai. Quand les commissariats François Hollande le disait. François Hollande le disait. Et qu'en cas de guerre civile, l'armée, en tant que force de troisième catégorie, serait appelée à intervenir. Voilà. Donc, c'est un contresens total. Ils n'ont manifestement pas lu le texte. Ou alors ils sont dans le mensonge total. Ou alors ils sont dans le mensonge total, oui. Alors là, bêtise ou mensonge, c'est un grand débat qu'on se pose, pose souvent la question. On sait bien que la paresse est l'allié du politiquement correct et réciproquement. Mais c'est très bien dit par un général, là, sur LCI, qui met les choses au point. Eh bien, on va l'écouter tout de suite. Est-ce que vous comprenez un petit peu la sidération quand même sur ce plateau ?
Pas du tout, pas du tout. Bon, on continue alors. Je suis un peu sidéré de voir qu'on nous accuse de tous les maux. Il m'apparaissait très important qu'à un moment donné, nous soyons la sentinelle avancée de notre pays pour dire voilà ce qui ne va pas. Voilà ce qui ne va pas, et si nous ne faisons pas l'effort suffisant, si nous ne prenons pas les mesures adéquates, à terme, nous risquons d'une disparition de notre pays. Mais ça va même plus loin. Voilà. Vous évoquez même la menace d'une guerre civile. Derrière, il y a quoi? C'est un appel à l'insurrection? Qu'est-ce qui peut se passer concrètement? Pas du tout. C'est pas du tout ça. Vous dire que les forces de troisième catégorie, que sont les militaires, d'active, risquent demain à leur corps défendant de devoir intervenir dans les banlieues qui sont devenues des zones de non-droit. Vous dites vous-même qu'on vous surnomme le général des banlieues. Et vous avez aidé 2000 jeunes à trouver un travail parfait. Tout à fait. Est-ce que vous partagez vraiment, sincèrement, le terme, parce que tous les mots ont un sens, le terme de horde de banlieue? Et vous comprenez la connotation? Oui, Vous pensez qu'il y a des hordes dans les banlieues? Oui, ce matin encore. Alors je dirais pas la banlieue, parce que les journalistes n'en parlent pas, parce que tous les jours il se passe quelque chose. On me dit ce matin, voilà ce qui s'est passé à tel endroit. J'écoute. Il me dit voilà, hier il y a eu une voiture avec des policiers municipaux qui est arrivée pour régler quelque chose. Il y a 40 jeunes qui sont tombés dessus. 40 jeunes. Ça s'appelle une horde. Je suis désolé. 40 jeunes. Qu'ont fait les agents? Ils sont partis. Ils ne reviendront pas. Parfaitement clair. Bonne analyse de texte. Ouais. Bonne analyse de texte, mais je pense que les journalistes aussi ont maintenant une déficience dans leur formation. Oui. Je pense qu'un texte de 2 pages, ils doivent avoir du mal à le lire, je pense. Enfin, parce que les gens qui l'interrogent, manifestement, tous ceux qu'on a vus là, ils n'avaient pas lu le texte, quoi. Oui, 2 pages. Ils ont l'air d'être convaincus d'eux. C'est quand même hallucinant. 2 pages. Alors il y a quand même une petite exception. Vous pouvez le trouver d'ailleurs, le texte là. Nicolas, vous l'avez lu assez longuement, mais on peut le trouver l'intégrale sur le site de Polémia et puis sur le site, bien sûr, de Place d'Armes. Voilà. Alors, allez au texte. Il y a quand même une exception, Jean-Yves, c'est assez étonnant, mais c'est Quotidien. Alors, Quotidien, ils ont évidemment tenté, et même sali un petit peu l'initiative à leur manière, mais ils ont quand même reconnu que ce n'était pas un appel au putsch. On écoute ça tout de suite. Ce qu'ils disent, c'est que l'islamisme menace notre civilisation, que si ça continue, il y aura une guerre civile, ce qui obligera l'armée à intervenir. À aucun moment, ils ne disent que l'armée interviendra d'elle-même. À aucun moment, ils n'appellent à l'insurrection. Ce qu'ils font, c'est de la rhétorique d'extrême droite, agiter la peur du grand remplacement et de la guerre civile qui pourrait en découler. Oui, alors rhétorique d'extrême droite, oui. Enfin, Colomb, Hollande l'ont dit aussi à leur manière. Bon, voilà. Donc, ils ne sont pas d'extrême droite, a priori. Pas vraiment d'extrême droite. Alors, l'extrême droite démarre très loin. Pour certains, c'est le cas. Donc, c'est pas étonnant. Alors, dernière chose sur cette affaire, quand même, des sanctions contre certains officiers d'actifs qui ont été identifiés. C'est des sanctions qui ont été demandées par le chef d'état-major. Alors, on l'apprend dans un article du Monde qui commence de cette manière. Ils avaient signé une tribune dans Valeurs Actuelles appelant entre les lignes à un coup d'État. Donc, rien que sur ça, déjà... Le Monde est en mode bobard, comme d'habitude. Et double bobard, puisque déjà, appelant entre les lignes à un coup d'État, on l'a vu, c'est un mensonge. Et surtout, une tribune dans Valeurs Actuelles. Non, c'est une tribune dans Place d'Armes, reprise par Valeurs Actuelles. Absolument. Alors, il y a eu d'ailleurs un jeu, puisque la tribune est parue le 13 avril. Elle est parue dans Valeurs Actuelles le 21. Ce qui a permis ensuite de dire que c'était pour commémorer le putsch des généraux en Algérie. Enfin, on est dans le délire total. Oui, délire complet. Le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y aura effectivement des sanctions qui ont été annoncées par le général François Lecointre. Oui, enfin, les sanctions, en l'occurrence, ça va être de les mettre en retraite et non plus en réserve. Mais il y a des officiers d'actifs qui ont été identifiés. Les officiers d'actifs, là, ils vont passer un plus mauvais moment. J'espère qu'ils sauront trouver les bons défenseurs devant les commissions de discipline. Et Jean-Yves, est-ce qu'on peut se demander si ce n'est pas finalement une espèce de contre-feu médiatique à l'affaire de l'attentat de Rambouillet? Alors, c'est ambigu parce qu'effectivement, ça permet de déplacer le projecteur et en même temps, mais là c'est très macronien, c'est aussi un éclairage sur les événements de Rambouillet. Donc c'est le contre-feu, mais en même temps, ça permet de mettre en perspective les événements de Rambouillet. En montrant qu'effectivement, il y a un climat général qui peut mener à la guerre civile, et c'est vrai. Ça, Jean-Yves, ça va être la fin de cette émission, vous avez un coup de chapeau. Eh bien oui, un coup de chapeau à l'ouvrage que vient de publier Michel Geoffroy, « Immigration de masse, l'impossible assimilation », qui est un ouvrage court, percutant, et qui, au fond, explique tout ce dont on a parlé,
donne du recul par rapport à tout ce dont on a parlé au cours de cette émission. Faut pas s'en priver, ça vaut 4,90 € à aller chercher à la nouvelle librairie ou à commander sur Internet. C'est noté, merci Jean-Yves, merci à vous pour avoir suivi cette émission. N'hésitez pas surtout à la diffuser au maximum autour de vous. Et puis Jean-Yves, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.